Weaving Wembe. Bonsoir à tous, bienvenue à ce nouveau numéro du 1945 sur C-Direct. Vous êtes nombreux à nous suivre depuis Kigali au Rwanda et nous vous en remercions. Merci de votre fidélité. 1945. La 9e édition du sommet Chine-Afrique s'ouvre ce 4 septembre à Pékin, la capitale chinoise. Ce sommet, qui joue un rôle clé dans le renforcement des relations sino-africaines, sera l'occasion pour les dirigeants des deux continents de discuter de nombreux sujets stratégiques. Nous faisons le point dans ce reportage. Pékin, la capitale chinoise, s'apprête à accueillir le sommet 2024 du Forum sur la coopération sino-africaine. Des chefs d'État du continent foulent progressivement le sol du pays de la Grande Muraille. Au centre de la rencontre prévue du 4 au 6 septembre, une nouvelle ère numérique, notamment la Chine ayant conclu des accords dans le domaine avec de nombreux pays africains. Le forum permettra surtout de révisiter la coopération entre les deux parties. Au cours des 7 derniers mois, le commerce entre la Chine et l'Afrique a augmenté de 55% pour atteindre 166 milliards de dollars, selon les données publiées par l'administration générale des douanes chinoises. À Pékin, les pays africains tenteront sans nul doute aussi de solliciter soit de nouveaux prêts, soit des rééchelonnements de leurs créances. Alors qu'entre 2000 et 2023, les prêteurs chinois ont accordé 1306 prêts d'un montant de 182,28 milliards de dollars à 49 gouvernements, dont ceux du continent africain, selon le Global Development Policy Center de l'Université de Boston aux États-Unis. Une politique chinoise des prêts qui, pour beaucoup, renforce l'endettement du continent et entrave trop souvent la gestion saine des finances publiques. Restons à Pékin où un dirigeant africain de premier plan est déjà sur place. Le président sud-africain est arrivé à Beijing pour participer au forum sur la coopération sino-africaine, FOCAC, qui se tiendra dans la capitale chinoise du 4 au 6 septembre. Ce forum est crucial pour renforcer les liens économiques et politiques entre l'Afrique du Sud et la Chine. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa est arrivé à Beijing tôt ce lundi matin pour le forum sur la coopération sino-africaine qui se tiendra dans la capitale chinoise du 4 au 6 septembre. L'Afrique du Sud est la deuxième économie du continent africain et membre des BRICS, et la Chine est restée le premier partenaire commercial du pays depuis 15 ans. Du point de vue de l'Afrique du Sud, il existe de nombreux domaines offrant de nombreuses opportunités, en particulier pour les investisseurs chinois. Dans le secteur des énergies, l'ensemble de la révolution énergétique, y compris des véhicules électriques, les panneaux solaires, la priorité à la technologie. Nous avons besoin de cela parce que nous devons transformer toute notre production, qu'il s'agisse de l'agriculture, de la santé ou de l'administration, pour qu'elle soit numérisée. Ce sont donc des domaines sur lesquels nous nous concentrerons à l'avenir. Ce sommet a pour thème s'unir pour faire avancer la modernisation et construire une communauté sino-africaine de haut niveau avec un avenir commun. L'Afrique est en train de mettre en œuvre l'agenda 2063. C'est un programme très important pour l'Afrique. Vous mettez en œuvre votre deuxième objectif du centenaire et le forum devient ce pont qui permet de réaliser ce progrès essentiel. Nous espérons que lorsque les dirigeants se rencontreront, ils présenteront une déclaration et un plan de mise en œuvre très solide, représentant le dynamisme des relations entre l'Afrique et la Chine. Nous nous attendons également à ce que certains des principaux résultats se concentrent sur des domaines tels que l'industrialisation de l'Afrique. De nombreux dirigeants africains, dont Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, sont attendus à ce sommet. Un autre chef d'État africain est également en route pour Pékin. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a quitté Brazzaville le week-end dernier pour se rendre à Pékin, où il prendra part au sommet Chine-Afrique. Ce déplacement témoigne de l'importance accordée par le Congo à ses relations avec la Chine. Aéroport international Maya-Maya ce samedi 31 août 2024, à l'occasion du départ du couple présidentiel pour Pékin. Dans la capitale chinoise, le chef de l'État prendra part aux côtés d'autres dirigeants africains
au 9e Forum de coopération sino-africaine qui se tiendra du 4 au 6 septembre 2024. Ce forum qui sera un moment où le président chinois va annoncer un nouveau paquet d'aide à l'Afrique a pour thème « Joindre les mains pour faire progresser la modernisation et construire une communauté de destin Chine-Afrique de haut niveau ». Ce plus grand événement diplomatique va aborder la gouvernance de l'État, l'industrialisation, la modernisation agricole, la paix, la sécurité et la coopération de haute qualité dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route. L'ordre du jour de ce forum comprend également la 8e conférence des entrepreneurs Chine-Afrique. 24 ans après son lancement, le Forum sino-africain est un lieu de discussion pour une plus grande coopération économique entre la Chine et l'Afrique. Une plateforme favorisant les relations entre les deux parties. Il a pour but de mener des consultations égales, d'approfondir la connaissance mutuelle et de renforcer l'amitié et de promouvoir la coopération. Par ailleurs, cette présence du chef de l'État en Chine serait une occasion pour lui de raffermir davantage des liens d'amitié et de coopération entre Brazzaville et Pékin à travers notamment des contacts et des rencontres de haut niveau. Direction maintenant le Gabon où des changements politiques majeurs se dessinent. Au Gabon, à quelques mois d'un référendum constitutionnel prévu en fin d'année, le nouveau projet de constitution a été remis samedi dernier au président de la transition, Brice Oligui Nguema. Ce projet propose l'instauration d'un régime présidentiel avec un mandat de 7 ans, suite à la suppression du poste de Premier ministre. Alors qu'un référendum constitutionnel doit avoir lieu dans le pays fin 2024, le projet de la future constitution du Gabon a été remis samedi au président de la transition, Brice Oligui Nguema. Le texte instaure un régime présidentiel en raison notamment de la suppression du poste de Premier ministre. Le président de la République sera élu pour un mandat de 7 ans, renouvelable une fois. En cas de velléité de changement de ces dispositions, il tombera sous le coup de la trahison. Le cas échéant, il peut être mis en accusation par les deux chambres du Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale. Le document veut par ailleurs faire de la fonction présidentielle l'apanage des Gabonais d'origine. Il stipule en effet que tout prétendant au fauteuil suprême du Gabon doit avoir des parents nés gabonais. Comme une prime au déboulonnement des Bongos après plus de 5 décennies de règne, le draft de la Constitution propose d'élever les tombeurs d'Ali Bongo Ondimba au rang de héros et fait du mariage une union exclusive entre deux personnes de sexe opposé. Jetons un coup d'œil sur les récentes statistiques concernant les interventions des services de sécurité civile au Congo. Les services de sécurité civile ont secouru près de 18 977 personnes en 2024, selon le rapport présenté le 30 août à Brazzaville en présence du commandant de la sécurité civile, le général Albert Ngoto. Les détails de ces opérations avec notre reporter Jude Maïngindi. Effectivement, 18 977 personnes ont été secourues, notamment les candidats aux examens, le personnel administratif, pour ne citer que cela, et 67 évacués sanitaires vers des centres hospitaliers pour une prise en charge plus approfondie. Notons que cette année, il y a eu une augmentation assez considérable par rapport à l'année dernière qui s'explique avec le nombre croissant des localités, au total 45 ayant bénéficié de la couverture. Dans cette dynamique, l'appui financier des ministères des enseignements général et technique a été souligné, ce qui a contribué à mobiliser le personnel et la logistique nécessaires, soit 1602 agents, 37 véhicules et 2 motos impliquées. Nous vous proposons maintenant un voyage au cœur des traditions africaines. Célébrée entre fin août et début septembre depuis des décennies, la cérémonie de la prise de pierre sacrée est un moment de purification et de renouvellement pour les membres de la communauté Guin.
Ce rituel riche en couleurs qui allie tradition et spiritualité rassemble des participants venus du Togo et de la diaspora africaine. Il est considéré comme le nouvel an pour le peuple guin. Le peuple guin du sud du Togo, tout de blanc vêtu, se rassemble pour célébrer la prise de la pierre sacrée, un rituel ancestral qui dure depuis plusieurs siècles. Cette cérémonie de purification et de renouvellement est à sa 361e édition cette année. C'est notre fête du Nouvel An. Nous demandons la paix et la prospérité et les ancêtres exaucent toujours nos prières. La bénédiction se répand sur tout le monde entier, pas seulement au Togo. Chaque année, nous faisons cette cérémonie. La pierre sacrée a été léguée par nos ancêtres. C'est une bénédiction pour nous, c'est notre force. Nous devons la perpétuer. La cérémonie commence par une procession des prêtresses et prêtres traditionnels. Les chants et danses rythment la marche, créant une atmosphère de recueillement et de fête. Pour le Guin, c'est très important de venir ici dans ce sanctuaire. C'est notre Mecque, c'est notre Rome, c'est notre mur de lamentation. Comme les autres vont au pèlerinage, nous aussi nous verrons dans notre pèlerinage ici. Le moment le plus attendu est l'apparition de la pierre sacrée. Gardée secrète dans la forêt sacrée, elle est présentée au peuple au cours de la cérémonie. Le choix de la pierre, qui peut être de différentes couleurs, est un message des ancêtres. Et cette année, cette pierre est de couleur blanc sale. La pierre nous envoie un message de nous unir et de nous pardonner mutuellement. La pierre demande l'immolation à nos sièges ancestraux. La pierre demande aussi de faire des invocations au Dieu de la terre qui est le Dieu Sakbaté. Les jeunes filles doivent éviter tout acte d'avortement. Nous devons payer nos dettes et surtout cultiver la paix. Passons maintenant à une actualité dramatique en Ouganda. En Ouganda, le bilan du glissement de terrain survenu récemment s'élève désormais à 35 morts, dont 12 jeunes. La police ougandaise a indiqué vendredi qu'au moins 28 autres personnes seraient toujours portées disparues, laissant les familles dans l'angoisse. En Ouganda, le bilan du glissement de terrain de la semaine dernière s'élève désormais à 35 morts, dont 12 jeunes, selon la police qui a indiqué vendredi qu'au moins 28 autres personnes sont toujours portées disparues. L'accident s'est produit vendredi dernier en fin de journée, lorsqu'un pan important de la décharge de Kitési s'est détaché à la suite de pluies torrentielles. Il s'agit d'une montagne d'ordures dans la banlieue nord de Kampala, la capitale. Des dizaines de maisons situées à proximité ont été ensevelies avec leurs habitants endormis. Mercredi dernier, 9 autres corps ont été retrouvés en plus des 26 initialement annoncés. La police a notifié des difficultés à identifier certains corps nouvellement repêchés en état de putréfaction avancée. Terminons ce journal sur une note culturelle et artistique. Au Sénégal, à Dakar, le beatmaking, longtemps dominé par les hommes, voit aujourd'hui émerger des femmes talentueuses. Aminata Thiam, productrice de musique et experte en la matière, se porte garante de cette évolution en donnant des cours pour encourager et soutenir d'autres femmes à s'impliquer dans cette activité. Déterminée à faire entrer plus de femmes sénégalaises dans le cercle fermé des beatmakers, la productrice de musique Aminata Thiam propose un cours de beatmaking réservé aux femmes au sein de la Maison des cultures urbaines du Sénégal à Dakar. Il faut que toi tu choisisses d'abord ton BPM. Donc il n'y en a pas. Donc c'est un besoin de former d'autres femmes pour que l'écosystème soit un peu équilibré. D'accord? Parce qu'on a besoin de compositeurs et de compositrices. Pas seulement pour la musique, mais aussi pour l'audiovisuel, pour le cinéma. Aminata Thiam déplore qu'il n'y a que 3 femmes beatmakers au Sénégal. Avec ses cours, elle espère que plus de femmes seront actives dans ce domaine. Si on voit plus de femmes faire l'activité, ça va encourager d'autres femmes aussi à intégrer l'activité. Donc, prioritairement, si on forme déjà des femmes capables
de réaliser dans ce secteur-là, ça va encourager d'autres femmes aussi à nous rejoindre. Les femmes sont encore largement sous-représentées dans le domaine du beatmaking comme dans tous les secteurs de la scène hip-hop florissante du pays. Les femmes ne sont pas vraiment représentées dans ce genre de domaine. Donc je pense que c'est une bonne initiative de la part de Mia de vouloir mettre les femmes en avant. Aujourd'hui, 80% des stars de la culture urbaine sénégalaise sont issues des quartiers populaires. Cependant, les femmes sont encore largement sous-représentées. Mais elles ne sont pas encore nombreuses, alors qu'aujourd'hui, avec les derniers recensements de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, plus ou moins les hommes et les femmes sénégalaises, c'est les mêmes ratios, plus ou moins. Je pense 50-50 environ. Donc pour moi aussi, dans la démocratisation des équipes urbaines, il faut un travail profond à faire pour permettre aux jeunes femmes de s'approprier de cette culture, de ne pas avoir peur. Après 6 semaines de cours, les élèves sont désormais capables de produire leur propre rythme. C'est la fin de ce journal. Rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition. Passez une excellente semaine en compagnie de nos programmes. Bonsoir.